Arturo Guzmán Loera, connu sous le nom de El Pollo, le frère d'El Chapo, a été brutalement assassiné dans une prison mexicaine. Pour beaucoup, sa mort a été perçue comme une forme inévitable de rétribution, une conséquence des excès et des actions controversées de son frère plus infâme. Mais quelles ont été les circonstances de ce crime? Qui a donné l'ordre de l'attaque? Et comment El Chapo a-t-il réagi face à cette tragédie? Le meurtre de El Pollo impliquait 3 figures centrales du monde du trafic de drogue. Amado Carrillo Fuentes, l'ancien chef du cartel de Juárez, Rodolfo Carrillo Fuentes, son frère cadet, et bien sûr, Joaquín El Chapo Guzmán, chef du cartel de Sinaloa. Chacun d'eux a joué un rôle, directement ou indirectement, dans l'escalade des événements qui ont culminé avec la mort de Guzmán Loera. L'histoire commence dans les années 1990, lorsque le cartel de Sinaloa a formé une alliance avec le cartel de Juárez. Ce dernier était une puissance majeure du trafic de drogue, avec une longue histoire de transport de stupéfiants vers les États-Unis via des routes sophistiquées le long de la frontière mexicaine. Après l'assassinat de Pablo Acosta Villarreal, alors chef du cartel, Amado Carrillo Fuentes, connu sous le nom de El Señor de los Cielos, le Seigneur des cieux, a pris le contrôle du cartel, consolidant son influence et étendant ses opérations. Cependant, au fil du temps, l'alliance entre les cartels a commencé à s'effriter, alimentée par la méfiance, les trahisons et les disputes pour des territoires lucratifs. Ces tensions se sont intensifiées, impliquant non seulement les dirigeants, mais aussi les familles des chefs de cartel. La rivalité entre El Chapo et les frères Carrillo Fuentes, en particulier Rodolfo, est devenue particulièrement personnelle et violente, mettant les deux parties sur une trajectoire de collision. La mort d'Arturo n'était pas un événement isolé, mais le point culminant de décennies de rivalité et de règlement de compte entre deux des plus grands cartels du Mexique. El Chapo, connu pour sa détermination implacable, n'a pas laissé le meurtre de son frère sans réponse, déclenchant une vague de vengeance qui a résonné dans tout le milieu du trafic de drogue. Le cartel de Juárez s'était imposé comme l'une des organisations criminelles les plus puissantes du monde lors de son ascension. Sous la direction d'Amado Carrillo Fuentes, il a révolutionné le transport de la drogue en utilisant des avions pour acheminer des tonnes de cocaïne colombienne vers le Mexique. Cependant, le destin a bouleversé les plans d'Amado. Il est mort en 1997 à la suite de complications lors d'une opération de chirurgie plastique. Sa mort a déclenché une lutte interne pour le pouvoir au sein du cartel, menée par ses frères Vicente et Rodolfo. Malgré les tensions initiales, les deux ont décidé de s'unir, estimant qu'il serait plus efficace de travailler ensemble. Ils ont également cherché à établir des alliances stratégiques avec d'autres grands barons de la drogue mexicains, dont El Chapo Guzmán. De cette collaboration est née la Fédération, une coalition définissant la division des routes et des territoires entre les cartels participants. Cependant, cette alliance s'est avérée aussi instable que prévisible. Les tensions ont monté lorsque Rodolfo a ordonné l'exécution de 2 associés d'El Chapo, les accusant de faire obstacle aux opérations de ces hommes. L'utilisation des routes du cartel de Sinaloa pour le trafic de drogue a exaspéré El Chapo. Cependant, contre toute attente, il a choisi de ne pas riposter immédiatement. La situation s'est aggravée avec de nouvelles provocations de la part de Rodolfo, portant les tensions à un niveau insupportable. Ce qui avait été un conflit contenu est devenu une affaire personnelle. Lors d'une réunion avec Vicente et Rodolfo Carrillo Fuentes, El Chapo a tenté de maintenir la cordialité en tendant la main à Rodolfo comme geste d'adieu. Cependant, Rodolfo l'a délibérément ignoré, laissant El Chapo avec la main suspendue dans les airs. Ce geste apparemment simple a directement blessé l'orgueil d'El Chapo. Pour lui, ce mépris était la goutte d'eau. Indifférent aux répercussions potentielles, il a décidé qu'il était temps d'éliminer Rodolfo,
non seulement en tant que rival, mais aussi pour laver cet affront personnel. Le 11 septembre 2004, Rodolfo se rendait dans un complexe de cinéma où sa femme et sa jeune fille regardaient un film. Conscient des risques d'être dans des lieux publics, il leur avait conseillé de partir tôt. À son arrivée pour les récupérer, il a été pris en embuscade par les hommes de main d'El Chapo. L'attaque a été rapide et mortelle, entraînant la mort immédiate de Rodolfo et de sa femme. Le drame a eu une issue moins brutale. La fille du couple a été épargnée. Une jeune fille, perdue dans le désespoir, se tenait au-dessus des corps sans vie de ses parents, allongés dans une mare de sang. Cette scène brutale a marqué un tournant, déclenchant la fureur de Vicente Carrillo Fuentes, le frère de Rodolfo. Déterminé à venger l'attaque, Vicente a ordonné l'assassinat du frère d'El Chapo, suivant le code implacable du œil pour œil. Le 9 juin 1993, l'armée guatémaltèque a capturé El Chapo dans un hôtel en périphérie de Tapachula, une ville proche de la frontière mexicaine. 2 jours plus tard, il a été extradé au Mexique, où il a été emprisonné à La Palma, l'une des prisons les plus sécurisées du pays. Pendant son emprisonnement, la direction du cartel a été confiée à son frère, connu sous le nom d'El Pollo. En plus de gérer les opérations illicites, El Pollo s'est occupé des enfants de Guzman et a joué un rôle clé dans la planification de son audacieuse évasion en 2001. Le plan a été mis à exécution le 19 janvier 2001, lorsque Chito Camberos Rivera, un gardien de prison, a ouvert la cellule de Guzman, activant le système électronique. Guzman s'est glissé dans un chariot à linge, conduit par un ouvrier, Javier Cameros. Ensemble, ils ont traversé plusieurs barrières et portes de la prison jusqu'à ce que l'évasion soit réussie. Guzman a quitté le bâtiment principal où un camion l'attendait à l'extérieur. El Chapo a rapidement grimpé dans le véhicule et a disparu dans la nature, loin des barreaux qui l'avaient retenu captif. Le plan d'évasion impliquait son frère, Arturo Guzman Loera, mieux connu sous le nom de El Pollo. Avec cette liberté retrouvée, El Chapo devait rester caché, plaçant El Pollo dans une position centrale en tant que bras droit et stratège, chargé de gérer les opérations du cartel. Malgré l'efficacité d'El Pollo, sa chance n'a pas duré. Après une recherche intensive, il a finalement été capturé lors d'une opération anti-drogue. Les charges retenues contre lui étaient de graves. Implication dans le trafic international de cocaïne et d'amphétamines, organisation d'envoi de ces substances du Mexique vers les États-Unis et, fait le plus surprenant, construction d'un tunnel de 60 mètres reliant Tijuana à San Isidro, utilisé pour la contrebande. Le sort d'El Pollo a été scellé lorsqu'il a été reconnu coupable de ces crimes. Il a été envoyé dans une prison de haute sécurité au Mexique, où il a commencé à purger sa peine. Pour El Chapo, cette situation était particulièrement douloureuse. Il savait que dans une large mesure, les choix qu'il avait faits et les actions qui avaient conduit son frère en prison étaient liés à son propre parcours. Le poids de la culpabilité le suivrait comme une ombre. Les balles tirées par les gardes de la prison faisaient partie du plan. Une autre partie consistait à installer des haut-parleurs sur l'hélicoptère annonçant aux gardes qu'un détecteur était connecté à la boîte en acier et que, si elle était endommagée, un autre hélicoptère arriverait immédiatement pour larguer une bombe sur toute l'installation pénitentiaire. Je pense savoir ce que vous pensez en ce moment. C'est probablement le plan d'évasion le plus fou que vous ayez jamais entendu, n'est-ce pas? Cela pourrait l'être, mais ce sont des plans d'évasion aussi insensés et presque impossibles qui font d'El Chapo l'homme qu'il est aujourd'hui. Cependant, des informations divulguées au cartel de Juárez ont révélé qu'El Chapo prévoyait de faire sortir son frère de prison, et Vicente n'était pas prêt à laisser cela se produire. Il ordonna l'exécution d'El Pollo à l'intérieur de la prison où il était détenu. Une revanche. El Pollo était considéré comme un criminel de haut niveau en raison de son lien avec El Chapo et de son implication dans l'évasion de ce dernier. Les autorités américaines le classaient comme un assassin de haut niveau. L'élite des trafiquants de drogue aux États-Unis avait demandé son extradition et le processus d'extradition d'El Pollo était déjà en cours avant son assassinat.
Quelques minutes avant d'être tué, le 31 décembre 2004, l'assassin se rendit aux toilettes pour récupérer l'arme du crime qu'il avait cachée là des semaines auparavant. El Polo fut ensuite abattu de 7 balles avec un pistolet de 9 milli alors qu'il attendait son avocat dans la salle des visites. L'objectif de cette histoire ne se concentre pas sur la manière dont El Polo est mort, mais plutôt sur les événements qui ont précédé sa mort. Avant l'assassinat, El Chapo et sa famille avaient envoyé des lettres au directeur de la prison, avertissant du risque important qu'El Polo encourait et demandant son transfert dans une autre installation. Cependant, le directeur de la prison ne croyait pas qu'El Polo était en danger, car l'établissement était l'un des plus sécurisés et surveillés du Mexique à l'époque. De plus, la cellule d'El Polo se trouvait parmi celles réservées à 500 des hommes les plus dangereux du pays, ce qui garantissait un niveau de sécurité extrêmement rigoureux et pratiquement impénétrable. Cela explique aussi pourquoi il n'a pas été tué dans sa cellule. Franchement, cela aurait été impossible. L'homme qui a commis le meurtre était un autre détenu nommé José Ramirez Villanueva, un prisonnier purgeant une peine à perpétuité pour un meurtre commis dans les années 1990. Les coups de feu tirés sur El Polo ont laissé des fragments de balles dans sa poitrine, son abdomen et sa colonne vertébrale. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, avant l'assassinat, Ramirez Villanueva avait reçu des lettres de menaces exigeant qu'il tue El Polo. Il n'avait vraiment pas le choix, car les menaces s'étendaient à toute sa famille. Après la mort d'El Polo, El Chapo et Carrillo Fuentes étaient sur un pied d'égalité. Tous deux avaient perdu leur frère, ne laissant plus rien à perdre, ce qui a conduit à une guerre totale entre les deux cartels. Les premiers signes de conflit entre les deux factions sont apparus lorsque le cartel de Juarez a kidnappé l'un des tueurs les plus fidèles d'El Chapo, connu sous le nom d'Antonio Marufo, ou Jaguar, ainsi que son ancien sergent du département de police de Juarez, nommé David. Sanchez Hernandez était responsable de la surveillance des cargaisons de cocaïne amenées du Mexique via la Colombie à l'aide d'avions bimoteurs. Lorsque les cargaisons arrivaient, elles étaient transportées vers un entrepôt surveillé par des écoutes téléphoniques de la police, tout cela pour s'assurer qu'elles n'étaient pas interceptées ou signalées par d'autres forces de sécurité dans la région. Cependant, lorsque les tensions entre les deux cartels ont augmenté, Jaguar a été kidnappé par des tueurs du cartel de Juarez et battu jusqu'à être grièvement blessé. C'était étrange, car il traitait avec les mêmes individus avec lesquels il travaillait depuis des années. Cela n'avait aucun sens. Cependant, après la libération de Jaguar, la guerre a officiellement commencé. Le cartel de Juarez a formé deux petites armées distinctes pour affronter le cartel de Sinaloa, les Aztecas et la Línea. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Vicente a continué à renforcer des alliances avec les Zetas, l'organisation Beltrán Leiva et les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC. Ils se sont préparés comme pour une troisième guerre mondiale, mais El Chapo n'avait pas peur. Il avait un plan, et ses plans impliquaient rarement la violence. Il a créé une faction, la plus petite des tueurs connus, appelée les Salazar. Une chose à savoir est que la guerre entre Tijuana et Sinaloa ne concernait pas le fait de se tuer les uns les autres, mais de prendre le contrôle des routes de drogue ennemies, ce qui affaiblirait l'organisation criminelle rivale. L'objectif principal était l'État de Chihuahua. Ces routes de trafic de drogue étaient appelées plazas, et en conquérant une plaza, le cartel victorieux pouvait facturer un tarif spécifique aux autres cartels ou factions criminelles souhaitant faire passer des marchandises aux États-Unis par leur plaza. Ces frais allaient généralement de milliers à des millions de dollars, selon ce qui était trafiqué. En conséquence, le processus de conquête des plazas et de revendication de territoire le long de la frontière a conduit à la mort de plus de 10 000 personnes liées à ces cartels. L'un des plus grands massacres de cette guerre a eu lieu en novembre 2009, lorsque 17 membres d'une éminente famille
mormones américaines ont été tués simplement parce qu'ils avaient décidé de faire le plein dans une station-service appartenant à l'Alinéa. Avant cela, la faction Salazar avait envoyé un avertissement clair de ne pas acheter d'essence à cette station de Chihuahua, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas suivi cet avertissement. D'un autre côté, la faction se sentait menacée parce que les Salazar gagnaient la guerre et étaient sur le point de prendre leur zone à Chihuahua, alors ils ont éliminé cette famille comme une forme d'avertissement. Mais croyez-moi quand je vous dis que ce soi-disant avertissement n'a fait que motiver El Chapo, qui a décidé d'agir plus astucieusement. Au lieu d'essayer de conquérir des territoires à Chihuahua, il a pris le contrôle des villes jumelles de Ciudad Juárez et d'El Paso, obtenant ainsi un meilleur accès aux États-Unis. Puis en 2008, El Chapo a déménagé à la frontière entre Chihuahua et le Nouveau-Mexique, chassant le cartel de Juárez de son territoire. Lorsque le gouvernement mexicain a envoyé des troupes pour tenter d'arrêter le massacre, il a adopté une stratégie de corruption. Au lieu de tirer, il a préféré corrompre les autorités, les contrôlant et assurant sa sécurité. Alors que ses concurrents comme les cartels de Juárez et du Golfe perdaient chaque jour des membres comme des mouches, Vicente Carrillo Fuentes a finalement perdu la guerre et a été arrêté. Quelques semaines avant sa capture, les forces mexicaines ont localisé Vicente dans la région où il vivait, à Chihuahua. Puis, le 9 octobre 2014, alors que Vicente circulait dans le quartier Palmas San Isidro à bord d'un Chevrolet Silverado bleu, il a été intercepté et arrêté avec son garde du corps. Il a été inculpé et condamné à 28 ans de prison. Bien qu'El Chapo ait été arrêté la même année, il a réussi à s'échapper en 2015. Mais il purge maintenant une peine de prison à vie dans la prison la plus sécurisée des États-Unis, ADX Florence. La question est maintenant, avec leur chef derrière les barreaux et certains d'entre eux morts, la guerre contre la drogue au Mexique prendra-t-elle un jour fin ?